À l'été 1978, l'équipe nationale ouest-allemande arrivait en Amérique du Sud auréolée de son titre de championne du monde. 4 ans plus tôt, elle avait atteint les sommets de la gloire à Munich, mais désormais, les Panzers devaient faire face aux dures réalités du temps et du changement. L'empereur Franz Beckenbauer avait pris sa retraite, tout comme le légendaire Gerd Müller. Le poids de la défense du titre reposait désormais sur les épaules d'une génération de joueurs au sommet de leur art. Un mélange de vétérans aguerris et de jeunes talents désireux de faire leurs preuves. Sous la houlette de l'entraîneur Helmut Schön, l'Allemagne de l'Ouest affichait cette année-là un style de jeu discipliné et pragmatique, mais manquait du panache des années précédentes. Ils se battaient, ils s'efforçaient, mais durent finalement s'arrêter après une défaite historique contre l'Autriche à Cordoue, un match surnommé le « miracle de Cordoue » par les Autrichiens, mais source d'une profonde douleur pour les Allemands. Mais le football, après tout, n'est qu'une facette de la vie. Au coup de sifflet final, lorsque les lumières du stade s'éteignent, ces héros du terrain retournent à leur quotidien. Près d'un demi-siècle s'est écoulé depuis cet été argentin, et les destins de ces joueurs ouest-allemands ont divergé de 1000 manières. Certains sont devenus des figures emblématiques du football mondial, d'autres ont trouvé la paix dans la peinture, et d'autres encore ont quitté ce monde discrètement, laissant derrière eux un vide impossible à combler. Aujourd'hui, tournons ensemble les pages de notre histoire pour mieux comprendre la vie et le destin de ces jeunes hommes qui portaient le maillot blanc de la Mannschaft en 1978. Sepp Maier, le Chat Hansing et la fin inachevée. En 1978, Sepp Maier, le gardien de but de l'Allemagne de l'Ouest, était toujours présent. À 34 ans, le Chat Hansing était le pilier moral de l'équipe. Doté de réflexes fulgurants, d'une maîtrise exceptionnelle de la surface de réparation et d'une personnalité excentrique et pleine d'humour, Maier était non seulement un gardien hors pair, mais aussi un véritable showman sur le terrain. Il a disputé tous les matchs du tournoi, se donnant à fond pour sauver une équipe en pleine transition. Malgré l'échec de l'Allemagne de l'Ouest à conserver son titre, le talent de Sepp Maier était indéniable. Cependant, le destin s'acharna sur Sepp Maier peu après ce tournoi. 1 an seulement après la Coupe du Monde 1978, sa brillante carrière prit fin brutalement suite à un grave accident de voiture en juillet 1979. L'accident lui causa de graves lésions à la poitrine et aux poumons, le contraignant à prendre une retraite définitive à l'âge de 35 ans, alors qu'il était encore au sommet de sa forme. Ce fut un choc terrible, plongeant Maier dans une profonde détresse psychologique. Mais grâce à son optimisme inné, il se releva avec force. Il devint un entraîneur des gardiens de but légendaires du Bayern Munich et de l'équipe nationale allemande, et le mentor qui forma plus tard le grand Oliver Kahn. Dans la vie, Sepp Maier a conservé son esprit vif et enjoué. Il a écrit des livres, participé à des émissions de télévision et est toujours au centre de l'attention lors des réunions d'anciens joueurs. Il vit heureux en famille dans la banlieue de Munich, où il pratique le golf et le tennis. Loin de se laisser abattre par l'accident survenu il y a des années, il l'a transformé en une source de motivation pour s'investir autrement. Aujourd'hui, à 80 ans, Sepp Maier s'est retraité et coule des jours paisibles, respecté dans toute l'Allemagne comme une légende immortelle du football. Rainer Bonhoff, le milieu de terrain sans poumon. Au sein de l'équipe d'Allemagne de l'Ouest de 1978, Rainer Bonhoff incarnait la maturité et la combativité inébranlables. À 26 ans,
Bonhoff n'était plus le plus jeune vainqueur de la Coupe du monde 1974, mais était devenu un pilier incontournable du milieu de terrain. Doté d'une endurance hors du commun, de frappes puissantes de loin et de centres précis, il a disputé les 6 matchs du tournoi, véritable poumon de l'équipe. L'image de Bonhoff, se jetant à l'attaque sans craindre le contact, est devenue le symbole de la ténacité allemande, même dans les situations les plus difficiles. Après ce tournoi, la carrière de Rainer Bonhoff connut un essor remarquable. Il quitta le Borussia Mönchengladbach pour rejoindre Valence en Espagne, où il remporta la Coupe des vainqueurs de Coupe de l'UEFA et la Coupe du Roi, confirmant ainsi son statut de star international. Après avoir pris sa retraite du football en 1983 suite à une blessure à la cheville, Bonhoff ne quitta pas le monde du sport, mais se tourna vers l'entraînement. Il fut l'adjoint de Berti Vogts en équipe nationale allemande, entraîna l'équipe d'Allemagne des moins de 21 ans et fit ses armes dans différents clubs. Sa vie fut une succession de voyages, de l'Allemagne à l'Espagne, puis à l'Écosse, toujours en quête de nouveaux défis, et se consacrant corps et âme au football. En dehors des terrains, Rainer Bonhoff est un homme calme et réservé. Il n'apprécie guère le tumulte médiatique et se concentre sur son travail. Actuellement, vice-président du Borussia Mönchengladbach, le club qui l'a révélé, il consacre une grande partie de son temps à l'élaboration de stratégies pour le club et à la transmission de sa précieuse expérience aux jeunes générations. Sa vie est un exemple de fidélité et d'amour indéfectible. Aujourd'hui, à 72 ans, Rainer Bonhoff est en pleine forme et se rend chaque week-end dans les tribunes du Borussia Park, observant la progression des jeunes joueurs avec la discrétion d'un père gardien de l'héritage du passé. Bernard Dietz, le capitaine de la classe ouvrière. Bernard Dietz arrive à la Coupe du monde 1978 à l'âge de 30 ans, fort de la maturité et du calme d'un joueur expérimenté. Ne jouant pas pour des géants comme le Bayern ou le Borussia Mönchengladbach, Dietz était l'emblème du MSV Duisburg, une équipe modeste. C'est ce qui forgea son caractère unique, simple, accessible et très responsable. Durant le tournoi, il disputa 5 matchs, se montrant un pilier fiable sur le flanc gauche. Le style de jeu de Dietz, sans fioriture, était d'une efficacité redoutable, à l'image du travailleur acharné qui était un enfant de la rue. Après 1978, le plus grand triomphe de Dietz fut sa victoire en tant que capitaine de l'Allemagne de l'Ouest lors du championnat d'Europe de 1980. Il devint le chouchou des supporters. Enats. Une star, sans le syndrome de la star. Après sa retraite, il se tourna vers l'entraînement d'équipes de division inférieure et la formation de jeunes. Fidèle à sa philosophie, il refusa de nombreuses offres lucratives. Le football est avant tout une source de joie et de lien social. Avant de devenir joueur professionnel, il travaillait dans un atelier de mécanique et n'oublia jamais ses origines. La vie quotidienne de Bernard Dietz est un tableau paisible. Il vit heureux avec sa femme et ses enfants à Wallstedt. Il participe régulièrement à des actions caritatives, aidant des enfants défavorisés grâce au football. Sans scandale ni ostentation, Dietz est aimé pour sa sincérité et sa bonté. Il est la preuve qu'un grand joueur n'a pas forcément besoin de vivre dans le luxe. Aujourd'hui, à 77 ans, Bernard Dietz est toujours en bonne santé. Ce fermier jovial du football allemand qui profite de sa retraite dans son jardin et de ses précieux souvenirs. Rolf Russmann, le géant des Notes Graves. Rolf Russmann, l'imposant défenseur central de l'Allemagne de l'Ouest en 1978, était un géant au sens propre comme au figuré. Du A6 Rossani, haut de C, 1,85 m et doté d'un style de jeu extrêmement puissant et intrépide, Russmann, à 27 ans, formait un pilier de la défense aux côtés de Berti Vogts. Il a disputé l'intégralité des 90 minutes lors des 6 matchs,
utilisant sa force physique pour contenir les attaquants adverses. Russman n'était pas un défenseur flamboyant. C'était un travailleur acharné, discret et infatigable, incarnant parfaitement l'esprit de Schalke 4. La vie de Rolf Russman fut une succession de hauts et de bas. Impliqué dans le scandale des matchs truqués de Bundesliga en 1971 et suspendu, il sut cependant faire un retour en force et prouver sa valeur. Après sa retraite, Russman démontra qu'il possédait non seulement une force physique impressionnante, mais aussi une grande intelligence, en devenant directeur sportif de clubs tels que Schalke 4, Mönchengladbach et Stuttgart. Reconnu comme un manager décisif, direct et visionnaire, il joua un rôle majeur dans le redressement des équipes qu'il entraîna. Pourtant, derrière cette carapace se cachait un cœur tendre et un combat silencieux contre la maladie. Russman a toujours voué sa vie à sa famille et au football, mais le destin s'est acharné sur lui. Le cancer de la prostate, insidieux, a rongé la force de ce guerrier jadis si puissant. Il l'a combattu avec l'esprit d'un défenseur inébranlable, sans jamais se plaindre. Ce parcours tumultueux s'est toutefois achevé tragiquement. Le 2 octobre 2009, Rolf Russman s'éteignait à l'âge de 58 ans, quelques jours seulement avant son anniversaire. Sa disparition a laissé un immense vide dans le football allemand. L'héritage de Russman ne se limite pas à sa passion sur le terrain. Il est aussi une leçon de résilience, un exemple de résilience et d'engagement total jusqu'au dernier souffle. Berti Vogts, le chien de chasse persévérant. Le capitaine de l'Allemagne de l'Ouest lors de la Coupe du Monde 1978 était Berti Vogts, surnommé Der Terrier, le terrier, pour son acharnement au tacle et son esprit combatif inébranlable. À 31 ans, Vogts était un véritable leader, inspirant ses coéquipiers. Il jouait chaque minute, se jetant dans chaque action pour protéger les buts de Sepp Maier. Bien qu'il n'ait pu empêcher son équipe de perdre son titre, l'image de Berti Vogts, les dents serrées, donnant des instructions à plein poumon, est restée gravée dans la mémoire des supporters. Il incarnait le dévouement et une discipline de fer. Après sa retraite de joueur, Berti Vogts a poursuivi sa passion pour le football en tant qu'entraîneur. Il a mené l'équipe nationale allemande à la victoire à l'Euro 1996, point culminant de sa carrière. Il a également entraîné dans diverses nations comme le Koweït, l'Écosse, le Nigeria et l'Azerbaïdjan. Sa vie était un voyage constant, toujours guidé par la tactique et la stratégie. Vogts vivait pour le football, sacrifiant une grande partie de son temps personnel à cette passion dévorante. La vie privée de Berti Vogts est très discrète. Homme de travail, sérieux et parfois austère, il apparaît rarement dans les médias. Dans les médias, préférant participer à des séminaires professionnels ou à des matchs de charité, sa rigueur sur le terrain semble se refléter dans sa personnalité en dehors, faisant de lui un mentor respecté mais aussi exigeant. Aujourd'hui, à 79 ans, Berti Vogts est retraité et mène une vie paisible après des années de compétition. Bien qu'il n'entraîne plus directement, son avis compte toujours et est écouté par les experts en Allemagne. Manfred Kaltz, le père de la courbe, Bananenflank. Évoquer Manfred Kaltz, c'est immédiatement penser aux fans de football des années 70 et 80, un latéral droit au style offensif moderne et surtout à ses fameux centres en forme de banane, les Bananenflank. Lors de la Coupe du Monde 1978, à 25 ans, Kaltz était titulaire indiscutable au poste de latéral droit, disputant l'intégralité des 540 minutes. Solide en défense, il se montrait également redoutable offensivement, combinant parfaitement avec les attaquants grâce à ses centres précis et enroulés. Discret et peu sollicité, Kaltz n'en était pas moins extrêmement efficace, ce qui faisait de lui l'un des défenseurs les plus réguliers au monde à cette époque.
La carrière de Manfred Kaltz en club est indissociable de son passage au Hamburger SV, HSV, où il est devenu une véritable légende, détenant un nombre record d'apparitions en Bundesliga. Il a été un joueur clé de la victoire du HSV en Coupe d'Europe en 1983 face à la Juventus. Fait intéressant, Kaltz détient également le record du nombre de buts contre son camp en Bundesliga, 6. Mais ce chiffre est bien inférieur à ses 76 penalties, marqués avec un sang-froid et une précision chirurgicale. Après sa retraite, Kaltz choisit une vie loin des projecteurs. Il n'a pas poursuivi de carrière d'entraîneur dans de grands clubs, préférant se consacrer au football de jeunes. La vie privée de Manfred Kaltz est d'une grande discrétion. Il fut un temps marié à la chanteuse Pilgi, dont il se sépara par la suite. Kaltz se consacra à son école de football, où il enseignait personnellement aux jeunes enfants les techniques de centre et l'intelligence de jeu. Il trouvait sa joie dans l'épanouissement des talents, menant une vie simple, à l'abri des scandales. L'image de ce légendaire ancien champion d'Europe corrigeant patiemment les mouvements des enfants sur le terrain d'entraînement ensoleillé est un bel exemple de dévouement discret. Aujourd'hui, à 71 ans, Manfred Kaltz reste impliqué dans le football à sa manière, discrètement mais avec conviction. Karl-Heinz Rummenigge, du jeune talent au pouvoir suprême. Lors de la Coupe du Monde, 1978, Karl-Heinz Rummenigge, alors âgé de seulement 22 ans, incarnait la nouvelle génération. Il réalisa une performance individuelle brillante, inscrivant 3 buts et démontrant sa puissance, sa vitesse et sa capacité à marquer avec une grande variété de gestes techniques. Cette année-là, Rummenigge était comme une pierre brute qui commençait à briller de 1000 feux, promettant de prendre la relève de ses coéquipiers plus expérimentés et de mener l'attaque de la Mannschaft. Sa prestation passionnée fut l'une des rares lueurs d'espoir dans un tournoi par ailleurs décevant pour l'Allemagne. Après le tournoi, la carrière de Rummenigge connut une ascension fulgurante. Il remporta 2 ballons d'or européens consécutifs, 1980-1981, s'imposant comme l'un des plus grands attaquants de l'histoire du football mondial. Mais sa carrière après sa retraite fut encore plus remarquable. Rummenigge devint un brillant manager, occupant le poste de PDG du Bayern Munich pendant de nombreuses années et celui de président de l'Association des clubs européens, ECA. Il fut l'architecte du puissant empire bavarois que nous connaissons aujourd'hui, un homme influent, avisé et calculateur dans le monde du football. La vie personnelle de Rummenigge est un modèle pour l'élite du football. Il est riche, couronné de succès et jouit d'une influence mondiale. Pourtant, il est aussi un homme de famille, préservant soigneusement l'intimité de sa femme et de ses enfants. Son sens de la décision et son leadership sur le terrain se sont parfaitement transposés dans son rôle d'entraîneur. Aujourd'hui, à 69 ans, bien qu'il n'occupe plus de fonction managériale directe, Rummenigge demeure une figure emblématique du football allemand, dont l'influence reste considérable dans toutes les décisions importantes du football européen. Klaus Fischer, le roi des coups de pied cyclistes. Klaus Fischer participe à la Coupe du Monde 1978 à l'âge de 28 ans, auréolé de la réputation d'un attaquant redoutable en Bundesliga. Bien qu'il n'ait inscrit aucun but lors de ce tournoi, en raison des performances globalement décevantes de son équipe, la menace constante que représentait Fischer pour les défenses adverses, les mitraillettes, était toujours présente. Il était réputé pour son placement et surtout pour son fameux retourné acrobatique, une marque de fabrique qui devint sa signature tout au long de sa carrière. Fischer était un avant-centre classique, toujours à l'affût, prêt à exploiter la moindre erreur de ses adversaires. Après le tournoi de 1978, Fischer continua de terroriser les gardiens de but de Schalke 4 et du FC Cologne. Son moment le plus mémorable reste son but spectaculaire
d'un retourné acrobatique contre la France en demi-finale de la Coupe du Monde 1982, l'un des plus beaux buts de l'histoire de la compétition. Après sa retraite, il ouvrit une école de football, la Klaus Fischer Football School, où il enseignait les techniques de finition aux jeunes enfants. Il mena une vie simple, profondément attaché à la région de la Ruhr, où il est célébré comme une légende vivante. La vie privée de Klaus Fischer était paisible. Humble et doux, il contrastait fortement avec son attitude impitoyable sur le terrain. Il assistait régulièrement aux matchs de l'équipe des anciens joueurs et saluait toujours les supporters d'un sourire amical. Passionné de football, il souhaitait s'investir auprès des jeunes talents. Aujourd'hui, à 75 ans, Klaus Fischer est en bonne santé, effectue encore quelques gestes techniques de base pour ses élèves et reste une source de fierté pour les supporters de Schalke. Heinz Floh, un artiste talentueux au destin tragique. Heinz Floh, le talentueux milieu de terrain du FC Cologne, arrive en Argentine en 1978 à l'âge de 30 ans. Véritable artiste sur le terrain, il possède une technique individuelle exquise et des dribbles envoûtants. Au sein d'une équipe d'Allemagne de l'Ouest qui misait beaucoup sur la force physique, Floh apportait une touche de finesse et de dynamisme. Il dispute 4 matchs et inscrit 2 buts, une performance impressionnante qui témoigne de son talent, même s'il ne bénéficie pas toujours des mêmes opportunités que les stars du Bayern ou de Mönchengladbach. Floh est le héros qui mène le FC Cologne au doublé historique en 1978. Et cette Coupe du Monde est l'occasion pour lui de confirmer son statut de joueur d'exception sur la scène internationale. Cependant, le destin de Heinz Floh après sa retraite fut marqué par la tristesse et la souffrance. Sa carrière prit fin prématurément suite à une terrible fracture de la jambe en 1979. Quittant les terrains, il eut du mal à s'adapter à sa nouvelle vie, luttant même contre des problèmes cardiovasculaires. Sa vie fut moins glamour que celle de ses anciens coéquipiers, mais plutôt calme et empreinte d'anxiété. Il vécut reclus, apparaissant rarement dans les médias, mais dans le cœur des supporters de Cologne, il restera à jamais une icône immortelle. La véritable tragédie survint en 2010, lorsque Heinz Floh tomba dans un état végétatif prolongé à la suite d'un grave AVC. Il resta immobile pendant 3 ans sous les soins dévoués mais désespérés de sa famille. Puis, ce douloureux chemin prit fin. Le 15 juin 2013, Heinz Floh rendit son dernier souffle à l'âge de 65 ans, libéré de toute souffrance physique. Cette disparition plongea Cologne entière dans le deuil. Son héritage se compose d'un dribble magique, d'un sourire bienveillant et d'une vie bouleversante, reflet de la fragilité de l'existence d'un homme de talent. Dieter Müller, le tueur-buteur et le cœur brisé. Un autre nom associé à Müller dans l'attaque de l'Allemagne de l'Ouest en 1978 était celui de Dieter Müller. À 24 ans, Dieter Müller était une redoutable machine à but, auréolée du soulier d'or de l'Euro 1976. En Argentine, il inscrivit 2 buts en 4 matchs, démontrant son instinct de buteur hors pair. Malgré l'ombre de Gerd Müller, Dieter se fit un nom grâce à son jeu de tête et à sa finition exquise en une touche. Il fut un élément offensif crucial pour le FC Cologne lors de leur saison historique 1977-1978. La vie de Dieter Müller fut faite de hauts et de bas. Il partit en France pour jouer à Bordeaux et y connut d'un grand succès. Après sa retraite de joueur, il ouvrit une école de football et devint président du club Kickers Offenbach. Cependant, sa vie privée fut marquée par une tragédie dévastatrice. Son fils, Alexander, mourut à l'âge de 16 ans des suites d'une tumeur au cerveau. La douleur de cette perte accabla longtemps cet homme fort. Mais c'est tout disputé. Dieter Müller a lui-même frôlé la mort.
En 2012, Ilocos a été victime d'un grave infarctus et est tombé dans le coma. Cependant, grâce à une force de volonté extraordinaire et à sa joie de vivre, il a vaincu la maladie et retrouvé une vie normale. Ayant traversé ces épreuves, Dieter Müller savoure désormais chaque instant. Il passe beaucoup de temps avec sa famille et s'engage dans des actions caritatives auprès d'enfants atteints de maladies incurables. Aujourd'hui, à 70 ans, Dieter Müller mène une vie paisible et riche de sens. Il incarne la force de l'esprit humain, surmontant le deuil et la maladie pour continuer à répandre l'amour. Son parcours n'est pas seulement une quête de sens, mais un hymne à la résilience face à l'adversité. Hansi Müller, le charmant romantique. Hansi Müller, le plus jeune joueur de l'équipe à seulement 20 ans, a insufflé un vent de fraîcheur au football argentin. Avec son physique de star de cinéma et son style de jeu élégant et technique, il fut surnommé le « Prince » du football allemand. Bien qu'il n'ait disputé que 4 matchs et marqué un seul but, son contrôle de balle exceptionnel du pied gauche a captivé les spectateurs. Il incarnait une nouvelle génération de joueurs allemands, jouant avec inspiration et créativité, plutôt que de s'appuyer uniquement sur une discipline rigide. La fin de carrière de Hansi Müller a été étroitement liée au VfB Stuttgart et à l'Inter Milan. Il fut l'un des rares joueurs allemands à connaître le succès en Italie dans les années 1980. Après sa retraite, grâce à son éloquence et à son charisme, il devint un conférencier de renom, ambassadeur de marque et membre du conseil d'administration du VfB Stuttgart. Il participa également à l'organisation de la Coupe du Monde 2006 en Allemagne, contribuant ainsi à promouvoir une image positive de son pays. La vie personnelle de Hansi Müller est épanouie et couronnée de succès. Il sait profiter de la vie, est passionné par la culture italienne et mène une vie élégante. Toujours souriant, il rayonne et inspire la joie de vivre à son entourage. Hansi Müller a prouvé que les footballeurs peuvent aussi être des hommes raffinés et réussir dans bien d'autres domaines. Aujourd'hui, à 67 ans, il demeure une figure influente, un conférencier recherché et un symbole de réussite et de bonheur. Rüdiger Abramczyk, le dieu du feu croisé. Rüdiger Abramczyk, surnommé Abi, participa à la Coupe du Monde 1978 à l'âge de 22 ans. Avec Klaus Fischer, il formait un duo d'attaque redoutable à Schalke 4. Abramczyk était réputé pour ses dribbles fulgurants sur l'aile droite et ses centres d'une précision chirurgicale. En Argentine, il disputa 3 matchs et inscrivit un but, s'imposant comme un ailier technique et imprévisible. Les supporters le surnommèrent Flankengott, le dieu des centres. Après le tournoi, Abramczyk a continué à jouer pour plusieurs grands clubs comme Dortmund et Galatasaray. Après sa retraite de joueur, il s'est reconverti en entraîneur, mais a principalement dirigé des équipes de moindre envergure ou travaillé dans des divisions inférieures. Il a notamment mené l'équipe nationale lettonne à l'Euro 2004, un exploit historique pour le football letton. Sa carrière d'entraîneur a été une aventure intense à travers de nombreux pays. Dans sa vie privée, Rüdiger Abramczyk mène une existence relativement paisible. Il dirige une entreprise de voyage et d'activités sportives et apprécie les moments passés en famille. C'est une personne joviale et sociable qui entretient de bonnes relations avec ses anciens coéquipiers. Bien qu'il ne soit pas devenu un entraîneur de renommée mondiale, il est satisfait de son parcours. Aujourd'hui, à 68 ans, Abramczyk est en pleine forme et assiste régulièrement aux événements du Schalke 4, où les supporters le saluent comme une légende. Bernd Holzenbein, une légende de l'Eintracht Francfort. Bernd Holzenbein, champion du monde en 1974, arrive en Argentine en 1978 à l'âge de 32 ans, fort d'une solide expérience. C'est lui qui avait obtenu le penalty lors de la finale de 1974
et 4 ans plus tard, il conservait toute sa finesse et son intelligence de jeu. En 3 matchs, avec un but à la clé, Holzenbein prouve sa valeur malgré une condition physique déclinante. Il est l'âme et le symbole vivant de l'Eintracht Francfort. Après avoir pris sa retraite de l'équipe nationale, Holzenbein a continué à œuvrer pour Francfort, contribuant à la victoire du club en Coupe UEFA en 1980. Par la suite, il est devenu le principal artisan du développement de Francfort en tant que vice-président et recruteur. C'est lui qui a découvert des talents tels que Tony Yeboah et JJ Okocha, insufflant un style de jeu offensif et flamboyant aux Aigles. Sa vie était intimement liée à la ville de Francfort. Il était aimé non seulement pour son talent, mais aussi pour sa loyauté et sa vision stratégique. La vie personnelle de Holzenbein était très simple. Homme de famille, il menait une vie paisible, loin des projecteurs. Il a passé ses dernières années à suivre son équipe de cœur, savourant la victoire de Francfort en Ligue Europa en 2022. Pour les habitants de Francfort, il fait partie intégrante de leur histoire. Cependant, le cycle de la vie, du vieillissement à la maladie et à la mort, n'épargne personne. Le 15 avril 2024, Bernd Holzenbein s'est éteint à l'âge de 78 ans après une longue lutte contre la maladie. Son décès, quelques mois seulement avant l'Euro 2024 en Allemagne, a été source d'une immense tristesse. Il n'est plus là, mais son héritage de joueur exceptionnel et d'entraîneur dévoué restera à jamais gravé dans les mémoires, notamment sur les rives du Main. Eric Beer, état et une nouvelle vie à Munich. Eric Beer, milieu de terrain du Hertha Berlin, participa à la Coupe du Monde à l'âge de 31 ans. Surnommé Eta, il évoluait au milieu de terrain mais possédait un talent de buteur remarquable, comparable à celui d'un attaquant. Lors de la Coupe du Monde 1978, il disputa 4 matchs, jouant un rôle crucial dans le maintien du rythme et le soutien de l'attaque. Joueur infatigable, Beer évoluait avec intelligence et sang-froid. Il est une légende du Hertha Berlin, adulé par les supporters de la capitale. Après avoir pris sa retraite de joueur, Eric Beer n'a pas poursuivi une carrière d'entraîneur de haut niveau, mais a choisi une vie paisible à Munich. Il a brièvement exercé cette fonction, mais s'est vite rendu compte qu'une vie plus indépendante lui convenait mieux. Il passe du temps en famille, s'occupe de son jardin et s'adonne à des loisirs raffinés. Il apparaît rarement dans les médias, préférant vivre à l'écart de l'agitation urbaine. Aujourd'hui, à 78 ans, Eric Beer coule des jours paisibles. Il garde le contact avec ses anciens coéquipiers, mais n'est plus aussi impliqué dans le monde du football. Son histoire prouve qu'il est judicieux de choisir la retraite au bon moment et de trouver le bonheur dans la tranquillité après des années d'agitation sur les terrains.